Et donc nous continuons notre matinée avec une conférence fascinante sur un thème d'actualité et de grande importance, le réemploi et l'économie circulaire. Animée par le groupe Eiffage, cette conférence porte un titre évocateur, Réemploi et économie circulaire, retour vers le futur. Pas moins que ça. Le réemploi est devenu un pilier central de la loi de transition énergétique en France et il s'impose de plus en plus comme l'alternative économique du futur. Mais comment innover avec ce qui est déjà ancien? Comment soutenir et développer des emplois dans un secteur qui valorise la qualité et la durabilité? Nous allons explorer les multiples facettes de cette filière en pleine expansion. Quels sont les usages actuels et les opportunités offertes pour le réemploi? Comment pouvons-nous améliorer l'acceptabilité de ces pratiques et quelles sont les contraintes inhérentes à leur mise en œuvre? Cette conférence apportera un éclairage complet sur les organisations, les évolutions et les compétences nécessaires pour intégrer pleinement l'économie circulaire dans notre industrie. Préparez-vous à découvrir des exemples concrets, des témoignages inspirants et des solutions innovantes qui montrent que le réemploi n'est pas seulement viable, mais également porteur d'un avenir durable et prospère. Alors, vous êtes prêts à retourner avec nous vers le futur? Dans ce cas-là, si vous êtes prêts, je vous invite à applaudir et accueillir chaleureusement Monsieur Fabien Renoux, Madame Jean-Paul Bertrand, Grégory Biziot et Grégory Lemaire pour cette conférence. Merci. Merci Marc. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à cette table ronde consacrée, donc, vous l'avez compris, au réemploi et à l'économie circulaire. Je me présente, je suis Fabien Renoux, je suis le rédacteur en chef du Moniteur, donc l'hebdomadaire des professionnels de la construction, et je suis ravi d'être avec vous ici ce matin. Nous sommes ici ensemble pour à peu près 1 heure d'échange. Alors, l'économie circulaire, vous le savez, est devenue un impératif pour les acteurs du bâtiment et des travaux publics afin de préserver les ressources limitées à notre disposition. REP, tri sélectif, recyclage, éco-conception, tous ces mots sont entrés dans les mœurs des professionnels. Le réemploi, lui, est en train de maturer, les techniques se perfectionnent et la filière se structure. Alors, pour fonctionner, le réemploi a besoin d'un ensemble d'acteurs variés et interdépendants, dont on retrouve justement à mes côtés d'illustres représentants. Alors, je vais les présenter. Nathalie Jean-Paul Bertrand, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de l'Eurométropole de Strasbourg, en charge du renouvellement urbain. Et vous représentez ici, bien évidemment, les collectivités, un maillon essentiel au développement du réemploi. Grégory Biziot, bonjour. Directeur interrégional Est chez Adoma, donc c'est la filiale de CDC Habitat qui héberge des personnes en difficulté. Vous êtes donc dans cette discussion le maître d'ouvrage qui se frotte au réemploi. Et Grégory Lemaire, bonjour. Directeur technique du pôle construction durable chez Eiffage Construction, car bien évidemment le réemploi c'est aussi une affaire de chantier. Alors, commençons, si vous le voulez bien, par vous, Grégory. Quand on lit les journaux, qu'on regarde les infos, même généralistes, même en période électorale, on sent bien que les préoccupations environnementales ont pris une place croissante dans le débat public. Cependant, il me semble en tout cas que les questions d'émissions de gaz à effet de serre ou d'effondrement de la biodiversité sont bien plus visibles, bien plus audibles aussi, que ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire la raréfaction des ressources finalement. Est-ce que vous partagez ce constat ? Exactement. Effectivement, je commence toujours par parler économie circulaire d'un point de vue des enjeux globaux. On a l'habitude de voir depuis quelques années énormément de sujets médiatiques en matière de carbone. Donc vous connaissez tous les indicateurs en matière de bilan de gaz à effet de serre de la France, par exemple. Ça, ce sont des sujets qui sont prépondérants sur les réseaux sociaux et d'un point de vue médiatique. On voit que tous les secteurs d'activité sont concernés, le transport, le BTP, l'agriculture, l'alimentation. Ce sont des choses qui sont aujourd'hui intégrées finalement dans le débat sociétal. Seulement, ce n'est pas le seul sujet. On parle de biodiversité, on parle de carbone, on parle donc de réchauffement climatique. Mais quand on regarde finalement les 9 limites planétaires, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'enjeux environnementaux induits par les activités humaines, les activités anthropologiques. Et donc l'économie circulaire fait partie de l'un de ces leviers, de l'un de ces enjeux. Je vous ai mis ici un certain nombre de données. Alors les données scientifiques nous sont quand même opposables. Et dans ces données,
vous avez, pour la plupart des matériaux qu'on va trouver dans le monde de la construction, le monde des infrastructures, aujourd'hui des données sur la consommation de ces gisements planétaires, la vitesse à laquelle on les consomme, et puis finalement les taux de nos valorisations de ce qu'on est capable de retraiter. Alors c'est assez sidérant finalement. Quand on regarde le béton, 443 tonnes de béton coulées à la seconde au niveau mondial, c'est un chiffre qui peut donner un peu de vertige si on regarde ça sur une année. Et pour autant, sur ces sujets de sable, de ciment, de béton, nous avons encore largement au niveau planétaire les gisements nécessaires. Alors la petite nuance que l'on peut faire sur ce sujet, c'est que 98% du sable aujourd'hui est à aller chercher sur les fonds marins avec des incidences bien plus dramatiques sur l'aspect de la biodiversité par exemple. Donc il y a la question de la disponibilité de la ressource, mais aussi la question de son accessibilité, la facilité à aller la chercher finalement. Exactement. On a en particulier, là, vous avez le minerai de fer. Donc, dans une étude qui a été publiée dans Nature fin 2023, on nous dit effectivement, d'un point de vue accessibilité de la ressource du minerai de fer, d'un point de vue acceptabilité économique finalement, il va nous rester à peu près 46 ans devant nous. Donc finalement, sur toutes ces matières premières dont on a besoin pour la transition environnementale et la transition écologique, le cuivre, le minerai de fer, l'aluminium, le lithium, etc., on voit qu'on est en train de dépasser le pic. Et que du coup, non seulement les ressources vont se raréfier sur des échelles de temps qui sont de l'ordre de quelques dizaines d'années, donc on commence vraiment à être touché pour nous ou les générations qui arrivent là immédiatement. Et puis bien évidemment, avec cette diminution des gisements planétaires, va se poser aussi l'accès à l'aspect économique, c'est-à-dire que ces matériaux vont devenir de plus en plus chers à aller chercher, et donc du coup, ça peut poser également des problèmes des problèmes géopolitiques. En matière de bois, il y a un rapport, le rapport FAO de l'ONU sur les forêts mondiales, qui nous donne finalement la vitesse à laquelle nous coupons les arbres sur la planète et la vitesse à laquelle on en replante. On voit qu'il y a un net déficit. On peut se poser la question, effectivement, en plus, compte tenu des changements de mode que l'on doit procéder, en particulier dans le domaine du bâtiment, la question se pose effectivement de comment allons-nous procéder avec finalement ces disparitions de ressources. Alors, depuis 200 ans en particulier, le monde industriel, nous avions l'habitude, Homo sapiens, de traiter le sujet sous forme économie circulaire. Donc on envoie des mini-pelles dans des mines, on extrait des matériaux, on produit, on vend, on utilise, on consomme l'intégralité de ces matériaux, et puis le réflexe habituel, le réflexe d'aujourd'hui, c'est tout simplement de jeter les matériaux en fin de vie ou de les enfouir. Alors, certes, effectivement, on a ces notions aujourd'hui de valorisation matière et valorisation énergétique, mais de manière générale, au niveau mondial, l'économie est plutôt linéaire. Donc l'enjeu, si ça veut bien passer, voilà, l'enjeu, ce qui est proposé par cette nouvelle donne de l'économie circulaire, c'est finalement d'essayer de limiter les prélèvements de ressources, et c'est de limiter les enfouissements et la quantité de déchets qui nous font disparaître ces ressources. Donc ça porte un certain nombre de noms, il y a plusieurs, dans la réglementation française aujourd'hui, les choses sont assez claires, la réparation, la réutilisation, le réemploi, le recyclage, avec ces fameuses valorisations matières et énergétiques. Et c'est bien l'enjeu d'aujourd'hui. Il y a beaucoup d'expérimentations qui sont faites aujourd'hui dans tous les groupes de BTP en France. C'est un sujet qui est multi-acteur. Ça va nous ouvrir sur des nouveaux modèles économiques. Et donc on parle bien effectivement d'économie circulaire. Juste un petit sur la slide précédente, le distinguo entre réemploi et réutilisation. Alors le réemploi, on va prendre par exemple une menuiserie et la réemployer en termes de menuiserie. La réutilisation, on va utiliser un autre mode d'usage, un autre mode de fonctionnement de ce matériau. J'aurai quelques exemples tout à l'heure. Donc l'économie circulaire aujourd'hui, ça part effectivement sur cette fameuse notion en gris de gisement métier, donc la qualification du besoin, de quoi avons-nous besoin et sous quel état de performance nous avons besoin des matériaux. Bien évidemment, pour réemployer un matériau, il y a des notions de normes, normes au feu, normes acoustiques, etc., etc. Et bien sûr, cette notion de réemploi, va falloir en passer par tout un tas de qualifications des matériaux. Se pose ensuite la notion de la logistique.
Aujourd'hui, il y a nécessité, lorsqu'on va aller déposer des matériaux sur un projet, de se poser la question finalement à la fois temporelle et à la fois de stockage intermédiaire, de savoir comment nous allons faire d'un projet à l'autre. La commercialisation, bien évidemment, pour garantir l'information vis-à-vis de ces normes par rapport à la performance des bâtiments. Et enfin, vis-à-vis du client, vis-à-vis des clients intermédiaires et des clients finaux, il y a cette notion d'acceptabilité qui va se poser. Et donc, il faut réussir effectivement à prouver que le réemploi est une solution tout à fait acceptable au même titre qu'un matériau neuf. Donc, sur l'acceptabilité, la question se pose aujourd'hui dans les marchés, comment fait-on pour rendre ce sujet probant, pour s'inscrire et se donner des objectifs en matière de réemploi et que ces sujets soient parfaitement acceptés par les acquéreurs de nos bâtiments. On est bon? Dans ce cas-là, on va passer la parole à l'élu, Nathalie Jean-Paul Bertrand, élu à la métropole de Strasbourg. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, hein, les collectivités ont un rôle déterminant à jouer dans le développement du réemploi, qui nécessite un écosystème local et des démarches territoriales. Encore faut-il évidemment que les collectivités s'emparent du sujet. Alors justement, comment se traduit l'engagement de l'Eurométropole sur le réemploi aujourd'hui ? Oui, je crois que le décor a été bien planté au niveau macro. Après, en territoire, comment on traduit les choses? Alors, on ne les traduit pas tout seul. On a aussi beaucoup de partenaires comme la région, avec un écosystème qui est en cours de structuration. Je pense qu'on démarre une histoire de par les nécessités multiples. Par rapport à la feuille de route de l'Eurométropole, on est évidemment sur des piliers environnementaux très forts, sur le développement de circuits courts et locaux, tout en encourageant une forme d'attractivité et d'expérimentation. Pour ce qui concerne l'Eurométropole, on a fait des diagnostics et l'économie circulaire est rentrée très vite finalement dans le pacte pour une économie durable et pour un territoire durable. Donc c'est devenu un des piliers avec des diagnostics qui sont importants et qui nous amènent à des chiffres qui sont simples. Les 3/4 des déchets aujourd'hui viennent du bâtiment. Donc comment est-ce qu'on transforme ces déchets en ressources? Comment, vous l'avez dit, on arrive déjà à limiter cette production de déchets et faire de ces déchets des ressources, sachant que la majorité de ces déchets-là sont sur les travaux publics. Au titre du renouvellement urbain, on avait d'ailleurs fait, juste pour l'info, un petit diagnostic. Ce diagnostic mettait que sur l'ensemble des déconstructions, on ne dit plus les démolitions, on est vraiment sur ce terme de déconstruction du renouvellement urbain, un programme de plus d'1 milliard sur 10 ans, c'est l'équivalent de 2 stades de la Méno ou de 5 cathédrales. Et donc c'est des chiffres qui sont relativement parlants et qui se disent, bon ok, ça c'est vrai, qu'est-ce qu'on fait de ça? Et comment on retravaille sur 2 aspects, avec des acteurs qui sont plutôt volontaristes, mais qu'il faut encourager. Et on a ce côté du recyclage qui est déjà bien posé au niveau culturel. Le réemploi, c'est encore un chemin qui est devant nous. Donc ça, c'est la feuille de route, l'objectif. Concrètement, il faut aussi mettre en relation les acteurs. Qu'est-ce que vous proposez dans cette direction? Dans cette feuille de route, il y a l'idée à la fois d'acculturer, de pérenniser, d'arriver aussi à massifier les choses. Qu'est-ce qu'on propose? Alors on a proposé, donc on a fait ces diagnostics, on a proposé des rencontres régulières et Madame Angèle est devant moi là, des services de l'Eurométropole que vous connaissez peut-être, qui animent ces rencontres depuis plus d'1 an et demi et qui sont importantes en termes, parce qu'on arrive à trouver, à faire se rencontrer maître d'ouvrage, maître d'œuvre, etc. Donc il y a ce côté-là. On a lancé aussi une AMI sur les plateformes. En fait, ce qui ressort des acteurs très fortement, il peut y avoir une volonté ou pas. Quand la volonté est là, ce qui va se traduire, au-delà du recyclage sur le réemploi, c'est des choses très basiques de stockage. Donc cette AMI, pour nous, ça a été comment est-ce qu'on arrive à mieux connaître sur notre territoire et à se faire connaître entre eux les différentes plateformes de réemploi. Et on voit très vite qu'on va arriver à spécialiser, et puis c'est se donner des solutions communes, faire se rencontrer les acteurs sur ces thématiques-là, et se dire que par exemple sur les plateformes de recyclage et de nettoyage, on est plutôt OK, ça fonctionne. Par contre, sur le réemploi, eh bien, c'est là où on a besoin de soutien et d'accompagner davantage. D'ailleurs, depuis mars 2024, il y a une plateforme de seconde œuvre, B2R, portée par le groupe Altaïr, qui vient d'ouvrir. Donc c'est favoriser cette connaissance-là, mettre en relation, et voir que c'est finalement, avant d'arriver à la massification chez nous, c'est déjà réassurer, spécialiser peut-être ces plateformes pour arriver à rassurer les différents acteurs. Parce que c'est effectivement, quand on reprend le schéma tout à l'heure de l'économie circulaire,
il y a une flèche qui est dans un sens qui revient dans l'autre. Ouais. Mais le problème, c'est que la flèche arrive au bon endroit, sur le bon chantier, qui en a besoin, la spécification des besoins que vous avez parlé tout à l'heure. Et du coup, les plateformes ont besoin justement là-dessus servent à orienter justement le bon matériau ou le bon équipement au bon endroit. Le rôle de la collectivité, ça va être avec les partenaires de s'assurer à la fois, en tout cas de réassurer l'offre et la demande, et la massification. Donc au niveau de l'offre, il faut des plateformes qui soient très claires, spécialisées, numérisées. Donc là, on est en cours. Et sur la demande, voilà, il faut pouvoir connecter les différents et avoir la connaissance. Finalement, cette connaissance des dispositifs et interacteurs, elle n'est pas toujours si simple. Et de développer des liens de confiance. Je pense qu'on arrivera vraiment à structurer cette filière si des liens de confiance interacteurs se font. Et par rapport à des gros porteurs, et je le dis voilà, comme ça, je comprends les systèmes de concurrence, mais je pense qu'il faut développer des coopérations davantage. Surtout au niveau territorial, justement. Où, au niveau territorial. On imagine bien que le réemploi n'a de sens que si on n'envoie pas la brique à l'autre bout de la France pour la réemployer, ça n'a aucun intérêt. Il y a évidemment des freins qui sont sur ce chemin du réemploi. On évoque souvent la question de l'assurance, de l'assurabilité des matériaux réemployés. Est-ce que vous travaillez un petit peu sur ce sujet aussi ? Alors dans les différentes rencontres, c'est ce qui ressort aussi. C'est-à-dire qu'on a recyclage, réemploi, hognier. Il y a deux choses au niveau des freins. Il y a évidemment les freins assurantiels, l'histoire des décennales, etc. Il y a l'acceptabilité qui est là aussi. Comment est-ce que sur le recyclage, il n'y a pas de souci, sur le réemploi, comment est-ce que dans du neuf, on arrive à faire accepter aux différents acteurs voilà, que le sanitaire est aussi équivalent en qualité qu'un neuf. Donc il y a tout ça qui est là devant nous. Et puis la question du coût. Le coût d'un matériau réemployé doit être à minima le même coût qu'un matériau neuf. Donc c'est un champ immense, c'est la création aussi de nouveaux métiers, de reconditionnement, de qualité, de valorisation. Pour cela aussi, au niveau de la métropole, on travaille avec Relais 2D qui est dans la salle aussi et qui a en charge de travailler sur une charte de l'économie circulaire. Mais voilà, dans ces freins assurantiels, c'est soit on arrive à travailler par filière, soit on arrive à travailler par projet. Okay. Globalement, en tout cas, il faut que les acteurs s'engagent. Ce qui est ressorti de nos différentes discussions, c'est comment est-ce qu'on arrive à avoir aussi les labels et certifications tout de suite dans la boucle, dès le départ, dans ce cycle de réemploi. Donc voilà, ça permet de travailler sur ces différents aspects. Vous avez évoqué le coût. On y arrive justement à ce que le... Ça dépend. Il y a des coûts qui sont ISO, il y a des coûts qui sont encore un peu plus importants. Donc ça dépend de la masse, ça dépend voilà, la qualité de la plateforme, le coût de la plateforme, la masse, la qualité du reconditionnement pour avoir des coûts ISO. Et l'acceptabilité que vous avez évoquée juste à l'instant, c'est-à-dire la capacité pour les utilisateurs ou les maîtres d'ouvrage de se dire je prends tel équipement, tel de ce compteur, tel matériau, telle menuiserie pour mon bâtiment, qui va me coûter le même prix, voire un peu plus que du neuf. Est-ce que vous sentez qu'il y a un changement d'état d'esprit là-dessus, sur cette acceptabilité, sur cette ouverture d'esprit finalement ? Alors, je pense qu'il y a un changement des maîtres d'ouvrage, il peut. On travaille beaucoup dans la rénovation urbaine. On va lui demander après au maître d'ouvrage. Avec les bailleurs sociaux, mais mon voisin en parlera mieux. Oui, il y a des changements. Je pense aussi qu'il faut des changements du côté des maîtres d'œuvre, qu'il faut du changement aussi du côté, et ça se fait, mais des écoles d'archi, des écoles d'ingé pour dire qu'est-ce qu'on va prescrire, comment on change de culture ensemble, parce qu'aujourd'hui on a ce devoir impérieux, mais on ne peut pas porter un discours d'un côté et faire autrement de l'autre. Moi, quand j'entends le meilleur matériau réemployé, c'est celui qui va être, qu'on ne va pas réemployer parce qu'il va être pérenne toute la vie, mais on n'est pas là-dessus. Donc il faut que dans les cultures aussi de métier, on arrive à former et à continuer à former tout au long de la vie des maîtres d'œuvre qui puissent être aussi des prescripteurs à ce niveau. Très bien. La parole est au maître d'ouvrage. Grégory Bizio, donc d'Adoma. Lorsque Adoma tente d'aller vers le réemploi, est-ce que vous vous confrontez aussi à cette question de l'acceptabilité du réemploi dans vos ouvrages ? Bien, merci d'avoir convié à exprimer quelques sujets en la matière. Peut-être pour redonner quelques éléments de cadre, parce qu'on est sur un micro-domaine du logement social et donc en général pas toujours complètement identifié. Effectivement, vous évoquiez l'accueil de ménages modestes, donc deux grands domaines d'activité, l'accueil de ménages qui sont effectivement modestes et souvent des personnes seules, et puis un autre domaine d'activité lié en particulier à l'accueil de publics qui arrivent sur le territoire national.
Pareil, pour vous donner pourquoi il y a du vrai sens pour un maître d'ouvrage comme nous de s'engager dans cette démarche. D'une part, ça fait 70 ans qu'on existe, c'est-à-dire qu'on en est déjà à la 2e restructuration des bâtiments, voire la 3e, puisque les bâtiments des années 60 ont pour beaucoup été restructurés dans les années 90. Juste votre patrimoine, ça représente quoi? Alors sur l'Est, Ouais. enfin Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté, c'est 9500 logements. Okay. Et pour éclairer le propos de toute la cohérence, c'est qu'au cours des 6 dernières années, on a réhabilité en construction neuve ou restructuration 3000 logements et réhabilité dans l'existant 1800. Voilà, c'est-à-dire qu'en 6 ans, on a fait 50% du parc. Ce qui veut dire qu'il y a il y a un enjeu qui est certes au fil de l'eau et tendanciel, et puis il y a un enjeu très structurel, et c'est maintenant. Et l'autre élément à apporter à connaissance, c'est que nous sommes propriétaires gestionnaires depuis 70 ans, et que nous faisons la maintenance intégralement de nos bâtiments. Ce qui veut dire qu'on a une vision sur la filière. Ce sont vos propres équipes qui entretiennent et qui maintiennent les bâtiments. Exactement. Okay. Donc sur les 500 salariés de l'Est, il y en a 100 qui sont dédiés exclusivement sur le technique. Et ça a du sens, parce que quand on construit un bâtiment neuf, eh bien, je vais même vous donner un exemple très concret. À quelques centaines de mètres d'ici, en 2004, on a livré un bâtiment 300 avenue de Colmar. Eh bien, ce bâtiment, en 2004, nous avons rasé l'ancien, enfin construit le nouveau, rasé l'ancien, etc. Tout est parti à la benne, il n'en reste rien. Ça, c'était une vision d'il y a une vingtaine d'années. Je m'en excuse, je l'ai livré, je l'ai inauguré, c'était moi, pardon, mais à culpa. Néanmoins, à ce moment-là, avant de démolir l'intégralité de ce bâtiment, tout ce qui était récupérable, on l'a récupéré. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est ancré dans le patrimoine génétique de la maison, de se dire, une forme de bon sens paysan, alors est-ce que c'est paysan ou pas? Moi je qualifie de paysan, mais c'est mes origines personnelles, se dire, on a des matériaux qui sont là, qui sont à disposition, je ne peux pas me gréver de cette ressource qui a du sens. Sur la notion d'acceptabilité, le fait d'avoir la vision complète du cycle des matériaux fait que collectivement, je pense qu'on se déplace, on va parfois dans des hôtels, parfois dans des centres de vacances. Moi, je ne suis jamais rentré dans un bâtiment qui était neuf. À titre personnel, je n'ai jamais réservé une chambre d'hôtel. Un jour, sur un déplacement, on m'a dit « Monsieur, vous avez de la chance, vous êtes dans le bâtiment neuf, c'est juste pour vous. » Non, j'ai toujours eu des sanitaires qui étaient utilisés, propres. C'est ma seule demande. Donc, en revanche, on fait essentiellement du PLAI. Et donc, on a eu PLAI, qui est le logement très social, pour les ménages les plus modestes. Et donc on avait un débat quasi philosophique en se disant mais on accueille des publics qui sont modestes, oui on leur doit un niveau de qualité qui est celui qu'on retrouve partout ailleurs. Et c'est normal, c'est pas parce qu'on a un parcours de vie un peu plus accidenté, parce qu'on a une difficulté X ou Y, qu'on doit fournir une prestation autre. Sauf qu'en fait on est rattrapé par l'usage, par la vie, par notre perception des choses. Je suis quasiment certain que si on faisait un sondage sur combien de personnes ont sur leur téléphone Le Bon Coin et Vinted. C'est-à-dire que c'est rentré dans l'usage parfois un peu bobo sur certains sujets. On va aller chercher la table en formica quand on est dans le 19e arrondissement à Paris. Mais j'ai cherché une table en formica la semaine dernière. C'est un vrai sujet de société. Et pour le coup, ce sujet de société, on peut le transmettre également au public que l'on accueille. Et ça a du sens. D'un point de vue social, expliquer aujourd'hui vous avez un parcours de vie qui n'a pas été évident, on sert de filet de sécurité et vous allez partir dans un autre rythme de vie. Et donc il est normal qu'on ait ce fonctionnement de réemploi auprès de nos publics qui soit compris et accepté. On a la même logique auprès de nos équipes. C'est facile pour les équipes techniques, je fais un bon de commande, je suis livré, j'installe un truc neuf, jus de cerveau au passage, je l'oublie, c'est très facile, tout le monde a un jour fait réparer son vélo, sa voiture, on dit non, il faut tout casser, il faut tout changer, voire acheter du neuf. Non, la vraie vie c'est pas celle-là, donc il y a un travail d'acceptabilité à porter en interne, auprès de nos publics, et puis une approche sur laquelle on remet effectivement la matière au bon endroit et comment on fait vivre cette matière, parce que ça n'est qu'un outil à un moment donné. Donc l'acceptabilité auprès des usagers et auprès de vos équipes, c'est un travail en cours, c'est pas encore, vous n'êtes pas arrivé au bout du chemin, mais des choses avancent. Alors on n'est pas au bout du chemin, mais on a beaucoup fait évoluer ces sujets. Ouais, c'est-à-dire que je pense qu'il y a une dizaine d'années, on ne vous aurait pas dit tout à fait la même chose. On a travaillé en interne sur ce qu'on appelle le projet de territoire. Donc qu'est-ce qu'on fait, sur quel territoire, comment, avec qui? Voilà, ça semble un peu basique dit comme ça, mais c'est la réalité d'un bailleur. Quel est le besoin, qui j'accueille, comment je l'accueille, et donc on a poussé la logique jusqu'au bout. Et donc ces projets de territoire ont été traduits ensuite dans un sujet qu'on appelle Ambition 2030. Alors c'est un peu pompeux comme ça.
Mais cette notion de lisibilité sur du long terme et de réemploi des matériaux et des deuxièmes vies des bâtiments et des usages intercalaires et de comment on a une vision un peu plus fine, moins figée dans le marbre, malgré des empreintes sur du long terme, c'est des choses qui sont maintenant ancrées dans la culture de la maison. Et justement, comment vous structurez votre politique patrimoniale en termes de réemploi du coup est-ce que vous avez des engagements, des process qui se mettent en place? Alors, on travaille sur la structuration avec des partenaires qui sont identifiés. La question des plateformes qui a été évoquée juste avant, c'est une réalité. Alors, je vais donner un ou deux exemples comme ça parce que je ne ferai pas de pub, mais Boma, par exemple, voilà. D'ailleurs, un jour, mon assistante, je lui dis il y a un truc, on va travailler avec Boma. Elle m'a dit pourquoi vous voulez aller à l'hôtel à Strasbourg? Je dis non, je ne vais pas à l'hôtel à Strasbourg. Elle m'a dit non, on va travailler sur des sujets autres. Mais il y a une prise de conscience aussi de certaines filières. Je pense à Gossel en Lorraine, qui a une vision de recyclage de certains matériaux. Intellectuellement, je préfère sur un bâtiment qu'on est amené à démolir, à restructurer, qu'on confie l'intégralité de la récupération à des filières qui sont structurées, qu'on ait un bon d'achat en contrepartie pour pouvoir entretenir nos patrimoines, voire permettre à des ménages modestes de pouvoir entretenir leur patrimoine, parce que finalement, une fois que nous, c'est sorti de l'équilibre économique, autant que ça serve à quelque chose, plutôt et que ça soit valorisé, quel que soit le sujet, en direct ou pour d'autres. Et ensuite, c'est des sujets sur lesquels, voilà, on a encore eu un jury hier sur une très grosse opération, 18 millions, ça fait partie des sujets sur lesquels moi je veux savoir où sont structurés, de où viennent les équipes, de où viennent les sous-traitants, les co-traitants, qui travaillent réellement sur ce projet, parce qu'on est sur des filières courtes, que ce soit des matériaux qui soient utilisés et recyclés localement. Et donc ce sont des choses que l'on met dans nos appels d'offres, tant sur les consultations lourdes, quand on est sur des sujets à 15-20 millions, on peut considérer qu'on a mis un petit peu d'argent, mais également sur la politique d'entretien à plus court terme, un tableau électrique qui est démonté à tel endroit, eh bien oui, moi je préfère qu'on soit en capacité de le remonter sous couvert d'assurance et de suivi. Ça ne se prête pas à tous les matériaux. Et vous avez dans vos appels d'offres justement, dans ces cas-là, de restructuration, des lots dédiés au réemploi, vous fléchez un peu les acteurs sur ces métiers? Vous en faites des lots séparés, vraiment des activités en soi? Alors, on ne flèche pas de lot en tant que tel, on demande à ce qu'il y ait une mission spécifique en la matière et qu'on nous donne des orientations sur le volume qui est possible de traiter ou pas. D'ailleurs, on ne pourrait pas, ma direction juridique n'étant pas présente, ma parole est encore à peu près libre, mais je ne pourrais pas imposer des volumes de recyclage, mais parfois pour des raisons très pratico-pratiques. C'est-à-dire quand la filière est structurée ou en cours de structuration, c'est possible sur certains territoires. Eh bien, si c'est ce que vous évoquiez, la brique qui a fait 3 fois le tour de la planète pour revenir en disant c'est super, on a une deuxième vie, je ne suis pas sûr que ça ait du sens. Donc, mais que toute la démarche, tout ce qui est possible de faire pour reprendre en local et puis mutualiser, et ça je partage totalement. Donc c'est très je vous donne la parole, c'est très finalement effectivement local, sur mesure finalement à chaque fois. C'est un peu... Mais je pense que c'est l'évolution culturelle la plus forte qu'il y a ou qu'il doit y avoir chez les maîtres d'ouvrage au sens large, qu'ils soient privés ou sociaux, c'est de travailler d'une part très localement, de maîtriser ces filières et de donner du sens. J'évoquais la nature des publics que l'on accueille. Moi, il y a un autre sujet, quand on parle des emplois et du sens, quand on a des gens qui ont des parcours de vie qui ont été un peu compliqués, eh bien c'est très bien aussi d'avoir des filières de réemploi ou de retour à l'emploi, pas que pour les matériaux, mais pour des publics qui étaient un peu éloignés, sur lesquels on puisse avoir ce parcours et cette réflexion. Oui, on a des gens qui viennent parfois de pays très éloignés, sur lesquels la maîtrise des consignes écrites n'est pas évidente. Quand on met le pied à l'emploi sur des consignes simples, ça veut dire qu'on maîtrise la langue et qu'on peut accéder à d'autres consignes par la suite. Quand on a des gens qui ont eu des parcours de vie accidentés, redonner une place dans une entreprise, eh bien c'est redonner une place dans la société aussi. Le réemploi peut être un marchepied vers l'insertion pour les personnes que vous hébergez, je pense, là, en l'occurrence. Ah mais c'est pas peut-être, c'en est un. Enfin, on a des exemples concrets. On a encore à Mulhouse la semaine dernière un forum qui a été, donc c'est 135 personnes, dont la moitié retournent à l'emploi grâce à des filières qui sont en train de se structurer. On a la même chose sur d'autres territoires qui se mettent en place, des cafés de l'emploi, 90 la semaine dernière à Strasbourg. Donc c'est une réalité, et quand on arrive à mailler avec les autres acteurs, bien sûr la collectivité, bien sûr les services de l'État, mais tous les pourvoyeurs d'emploi.
qu'ils soient dans l'industrie du BTP ou autre. Il y a un certain nombre d'emplois sur lesquels on peut créer des passerelles facilement. Et donc on est sur des filières courtes. Et je le reprécise, comme nous on entretient nos patrimoines, je vais être un peu cru, mais quelqu'un qui arrive à un moment donné dans nos bâtiments, qui a un parcours de vie un peu compliqué, sur lequel on lui explique que oui, il n'aura pas un bâtiment neuf, il aura des choses recyclées sur lesquelles il aura pu contribuer directement ou indirectement, accéder à un autre emploi, partir dans un parcours logement standardisé, stabiliser son activité professionnelle, perso, sa vie familiale. Enfin, je trouve qu'on a fait notre job. Planter des petits cubes de béton les uns à côté des autres, c'est très facile, tout le monde sait le faire. Voilà. Créer des parcours de vie, du sens et une histoire, là, il faut se mettre à quelques-uns autour de la table. Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, à cette échelle, c'est un exemple assez extraordinaire. Ce qui est sûr, c'est que on est sur des nouveaux métiers qui vont être très liés à l'insertion aussi, donc sur des nouvelles filières. Donc on est sur la construction en commun d'une chaîne qui est complètement vertueuse. Et Relais 2D, Relais Chantier qui est là aussi pourrait en parler sur tout ce qui est clause d'insertion et ces nouveaux métiers qui apparaissent. Ce qui est sûr, c'est qu'en local, on a ce devoir impérieux de structurer. Et de structurer ensemble, acteurs privés comme publics, une filière ou différentes filières. Et de se poser dans la culture commune la question du pourquoi. Est-ce qu'on a besoin de ce matériau? Est-ce qu'il existe en local ou pas? Ou sinon, qu'est-ce qu'on pourrait prendre qui puisse remplacer? Et donc cette question du sens, elle doit se poser dans la chaîne de la conception aussi. Donc structurer une filière. Et je vais réinsister aussi sur le recyclage, parce qu'on discute avec les différentes entreprises. Et parfois, cette bataille culturelle du recyclage, elle n'est pas complètement aboutie partout. Dans la charte qu'on souhaite mettre en place et amener à 85% de recyclage et de s'assurer que déjà ça s'est fait. Certains arrivent à 95, d'autres plus. On a des collectivités qui sont très à l'offensive en région parisienne où il y a eu beaucoup de renouvellement urbain, comme Plaine Commune par exemple, qui ont inscrit dans leur marché public l'obligation par exemple de 1% de réemploi dans du neuf, de 3% dans de l'ancien, dans de la requalification. Ça a l'air d'être des tout petits chiffres. Je peux vous assurer que dans les marchés publics, c'est pas si simple. Donc nous aussi, on a ce devoir au niveau de la collectivité de revoir nos marchés, mais d'accompagner les différents acteurs pour que cela puisse être réalisable. On va peut-être donner la parole à la major sur la place du BTP, à Eiffage. On sait qu'effectivement, quand une entreprise comme la vôtre s'engage dans une voie, ça donne un peu d'élan aussi à la filière dans son ensemble. Justement, comment chez Eiffage vous avez pris à bras le corps ce sujet du réemploi? Alors, je vais vous illustrer ça avec quelques exemples. Voilà ce que nous savons faire aujourd'hui. Donc, nous sommes effectivement dans des phases d'expérimentation à proprement parler, nouveau système économique, nouveau dialogue avec les acteurs, comme on l'a très bien compris. Et voilà en illustration de ce qu'on en est capable de faire. Là, vous avez un exemple sur Montigny-les-Metz avec la maison du projet qui a été fait en intégralité avec des matériaux de réemploi. Donc au début, effectivement, l'enjeu sur le papier, c'est simplement de se dire on va se lancer dans une expérimentation en termes de réemploi, et puis finalement on arrive à faire quelque chose d'absolument fabuleux, c'est-à-dire que quand vous visitez, vous n'êtes pas réellement capable de détecter que ce sont des matériaux de réemploi. Autre exemple, un exemple à Doma là, qui démarre actuellement, un projet qui sera levé en 2027. Donc là, on voit qu'effectivement, dans les marchés, on a finalement ces volontés d'aller imposer un certain pourcentage de réemploi sur les opérations. Et donc, voilà, tous les acteurs de la filière se mettent en œuvre. C'est le meilleur moyen aujourd'hui, en l'absence de réglementation forte, finalement, de se lancer dans la démarche. Les exemples aujourd'hui en matière de réemploi tournent beaucoup autour de la plomberie, du sanitaire. C'est finalement les premiers sujets qui sont arrivés et les plateformes de réemploi qui sont arrivées, je vais en reparler tout à l'heure. Mais on a beaucoup d'exemples autres. Donc là, vous avez sous les yeux des exemples de réemploi de parquet. J'ai des exemples en tête de réemploi de bardage sur des opérations. Donc effectivement, dans ce cas-là, l'architecte doit énormément travailler parce que quand vous allez chercher 10 mètres carrés de bardage ici, 20 mètres carrés là, et 30 mètres carrés, c'est très compliqué. Donc il y a toute une nécessité de réfléchir très en amont, presque en phase esquisse. Il faut revoir son calpinage après. Exactement, tout à fait. Et puis finalement de s'adapter au gisement. Parce que la question, c'est de quel gisement je dispose et qu'est-ce que je vais pouvoir en faire avec. Donc ça transforme quand même pas un peu profondément une partie du travail de conception, qui est de dire non pas qu'est-ce que je veux dessiner, voire bâtir, mais qu'est-ce que je peux en fonction des contraintes supplémentaires, qui est de dire voilà, j'ai ça à ma disposition et je dois
les prendre en compte dans le nouveau bâtiment. Tout à fait, tout à fait. Alors on a heureusement en matière de réglementation les fameux diagnostics PEMD, produits, équipements, matériaux et déchets. Donc quand vous êtes en phase de curage ou de réhabilitation sur un bâtiment aujourd'hui, vous avez des bureaux d'études externes, des spécialistes, qui vont finalement aller diagnostiquer l'intégralité du bâtiment, qui vont décomposer l'intégralité des matériaux, des quantités, des mètres carrés, etc. et qui vont vous faire une belle photo de ce qui est présent sur le gisement et de ce qui est potentiellement réemployable. Donc après se pose la question de la logistique, bien évidemment, mais aujourd'hui vous avez des démarches tout à fait structurées sur ces sujets de captation des gisements. Alors là, je vais insister un petit peu sur un exemple concret. Donc là, vous êtes sur un projet à Besançon, sur lequel nous avons mis en œuvre deux sujets. Donc un premier sujet sur finalement la plomberie sanitaire. Donc, je le disais, c'est le premier sujet qui vient en tête tout de suite, puisqu'aujourd'hui les plateformes de réemploi qui se montent en France, en général, se lancent là-dessus. Alors, vous parliez du coût tout à l'heure. On n'est pas forcément ici sur des notions d'équilibre financier parfait, c'est-à-dire que parfois on gagne, parfois on perd. Ça dépend du volume initial et ça dépend finalement du volume terminal et de la capacité de stockage. Il y a d'autres matériaux pour lesquels, en termes de coût, c'est tout à fait accessible, c'est-à-dire qu'on est largement inférieur au prix du matériau neuf. Je parle de dalles de faux plancher par exemple ou de matériaux de chemin de câble. Donc ça, ce sont des sujets sur lesquels effectivement il y a une faisabilité très réelle, très concrète. Bon voilà, là sur les matériaux de plomberie sanitaire, finalement vous avez à la dépose sélective des coûts associés en termes de main d'œuvre qui font qu'effectivement vous allez toucher, frôler ce coût du matériau neuf. Et donc là, ça passe par la volonté de tous les acteurs de vouloir réellement mettre en place ce genre de process. Ceci dit, alors je vais prendre un autre exemple, toujours Novilla. Donc là, on est finalement dans ce que vous disiez tout à l'heure sur la réutilisation. C'est-à-dire qu'on va utiliser un matériau pour en transformer légèrement l'usage. On dépose un bardage, on va déposer finalement la structure du bardage. Il y a effectivement nécessité de travailler, donc des coûts de main d'œuvre associés pour aller détacher toutes les petites éclisses, toutes les vis, etc. Et on est en capacité d'aller remettre en œuvre des sas en bois sur l'opération de façon à faire des économies finalement d'achat de matériaux neufs. Donc ça, ce sont des choses qui sont tout à fait faisables, que ce soit en matière de réemploi ou en matière de réutilisation. Et je voulais finir avec là un beau visuel de ce qui se met en place actuellement un peu partout, donc les fameuses plateformes de réemploi. Chez Eiffage, on entre en partenariat aujourd'hui. Alors on est sous forme de consortium où on va même parfois un peu plus loin, un peu plus loin dans la partie contractuelle. L'objectif, c'est de mettre plusieurs acteurs autour de la table. Donc les démolisseurs, les cureurs, le milieu de l'insertion, parce qu'effectivement là vous allez embarquer socialement tout le travail d'insertion et donc du coup c'est cette valeur ajoutée sociétale. Et moi, pour la petite histoire, donc, quand j'avais visité la première plateforme de réemploi, moi j'avais été très marqué. À l'entrée de la plateforme de réemploi, vous aviez positionné un sanitaire réemployé, donc complètement remis à neuf, et un sanitaire tout à fait neuf. Il y avait une incapacité totale à savoir lequel était... voilà. Et donc du coup, en termes d'acceptabilité, finalement, on est plus dans une acceptabilité mentale, morale, qu'une acceptabilité de matière, quoi. Voilà. Juste petite parenthèse, les exemples que vous nous avez donnés, sauf erreur de ma part, sont plutôt dans le logement social. Oui, tout à fait. Oui, c'est là où ça commence. C'est une parenthèse. Est-ce que les maîtres d'ouvrage privés s'emparent du sujet ou c'est vraiment plutôt le logement social, les collectivités qui prennent la main là-dessus? Aujourd'hui, on est clairement plus sur le logement social, effectivement, les donneurs d'ordre publics, mais on a quelques bons exemples en matière de privé. Encore une fois, c'est une question de volonté et c'est une question d'acculturation finalement des donneurs d'ordre à ce sujet de l'intégration du réemploi. Pour vous, entreprise, on l'a vu, on a parlé de la dépose sélective qui devait être qualitative, méthodique, douce quelque part aussi pour ne pas abîmer les équipements. Est-ce que, au-delà de la dépose, mais sur tout le process, est-ce que les savoir-faire, les compétences sont en train d'être acquises par les acteurs du secteur? Est-ce qu'il y a besoin de se former, de recruter finalement? Je ne sais pas. J'aurais tendance à dire que oui, sur l'intégralité des acteurs.
Je vous donnais tout à l'heure l'exemple très en amont, presque en phase esquisse au niveau de l'architecte. Là, il y a nécessité effectivement de monter en compétence sur l'acceptation et la façon de procéder vis-à-vis de ces matériaux de réemploi. Pour la partie entreprise, quand on chiffre une opération, on a historiquement finalement des bases de données, des ratios, des cadences, des connaissances en termes de planning pour des matériaux neufs, finalement, que ce soit en achat pause ou en sous-traitance. Là, en matière de réemploi, il faut effectivement se re-questionner sur ces bases de données, sur ces fameuses différences de prix. Et puis, vous avez des incidences qui sont des incidences de planning. Je discutais avec un cureur il y a une semaine de cela, qui me disait que lui, alors qu'il avait historiquement besoin que d'une semaine de préparation sur son chantier de manière standard. Aujourd'hui, on était plutôt à un mois et demi, finalement, d'études en amont en phase de préparation de chantier pour réussir à lancer ces phases de dépose sélective. Donc il y a aussi nécessité d'intégrer dans les réponses aux maîtres d'ouvrage, dans nos réponses d'appel d'offres, cette qualification et le fait de dérisquer en termes de planning, quelles sont les conséquences. C'était justement une des questions sur lesquelles je voulais venir. On a évoqué le coût, qui est, ça dépend en fait, c'est parfois plus cher, parfois moins cher. Il n'y a pas de règles définies parce que finalement trier ça coûte et puis c'est le résultat du tri qui détermine finalement la rentabilité de l'opération. En revanche, effectivement, on parle de déconstruction comme vous l'avez signalé tout à l'heure. Ça prend du temps de déconstruire méthodiquement, etc. Est-ce que cette question du rallongement du temps du projet est un sujet sur lequel on a besoin de travailler, ou est-ce qu'il faut juste accepter que les projets prennent plus de temps à partir du moment où on choisit d'entrer dans cette voie du réemploi? Aujourd'hui, on est sur des démarches volontaires en fait, sur les projets qui se lancent en réemploi, et donc de fait, le sujet est accepté. Voilà. Mais si on veut massifier, si on veut généraliser, est-ce que ça pourrait être un frein, cette question du temps? Ça pourrait être un frein, effectivement. On parlait des compétences tout à l'heure qui sont un peu liées, finalement, dans cette dépose sélective, la nécessité de remettre en œuvre les matériaux, la nécessité de gérer la logistique. Forcément, tout ça a des impacts en termes de délai. Aujourd'hui, on est dans ces démarches d'expérimentation, finalement, sur la capitalisation de l'intégralité de ces données, de ces impacts et de ces risques, de façon à proposer demain des solutions qui soient parfaitement acceptables dans des plannings que l'on connaît tous. Je pense qu'on voit depuis 4 ans une géopolitique qui bouge, oui, et qui impacte largement les délais et les chantiers. Donc de toute façon, on est dans une forme d'autre état du monde, y compris là-dessus. Et donc la notion de délai et d'aléa, elle est beaucoup plus forte qu'il y a quelques mois. Je vous en prie. Toute petite précision sur cette question d'allongement des délais, et bien sûr, donc maître d'ouvrage, on y est très attentif, c'est une évidence. Néanmoins, la structuration de la filière permet d'autres choses. C'est-à-dire que ça permet aussi de travailler sur la préfabrication. Okay. Ce qui veut dire que pour les compagnons qui sont sur les chantiers, eh bien, ils ne travaillent pas dans une zone. Alors, je suis de l'Est, vous m'en excuserez, mais même malgré le dérèglement climatique, il fait quand même pas très chaud en hiver. Et d'avoir des compagnons qui travaillent dans des ateliers en préparation en amont ici et moins de temps sur le chantier, on y gagne beaucoup en qualité de vie. Ça veut aussi dire qu'on maintient des emplois très locaux. Okay. Et donc ça a d'autres enjeux qui vont beaucoup plus loin que ça, y compris d'intégrer des gens qui ont des... C'est plus facile dans des process simplifiés que de dire il faut tout réinventer dans chaque logement. Tout à fait. Donc, mais ça marche quand on fait un bout de normalisation, quand on a certaines typologies de logements. Donc c'est possible pour certains, pas pour tous. Ça m'entraîne vers la dernière question que je voudrais vous poser à tous les trois. On est ici à Build & Connect Summit aussi pour parler d'innovation. À première vue, le réemploi, c'est du bon sens paysan, je ne sais pas, c'est quelque chose d'un peu évident qui paraît sur le papier extrêmement un peu innovant. Et finalement, est-ce que pour vous, c'est un vivier d'innovation, et peut-être une innovation qui est peut-être moins techno, mais qui est autre chose sur les process, sur peut-être même sur les marchés, je ne sais pas. Où se situe l'innovation dans le réemploi ? Alors effectivement, on n'est pas sur de l'innovation en matière, bien évidemment. Par contre, on va se situer par contre, on va se situer vraiment dans l'innovation des usages. Donc la réflexion de nouveaux modes d'usage, que ce soit en réemploi ou en réutilisation. Il faut penser autrement. Et donc là, finalement, on est en disruption par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire depuis quelques années. D'accord. Donc c'est une innovation en termes d'habitude, de process, de travail, de réseau. Dans le lancement qui a été fait juste avant qu'on monte sur la scène, monsieur que je ne connaissais pas nous a quand même indiqué tout de suite qu'on était retour vers le futur. Exactement. N'est-ce pas ? Justement. Et donc, oui, il y a une question de bon sens, mais de structuration.
et certes de méthodes de pensée. Alors, il y a une lame de fond sur la partie énergie, frugalité, qui a du sens pour les ménages, qui a du sens pour les entreprises, et qui nous invite à repenser la manière dont on a construit, quand on a construit nos villes, nos grands ensembles, où sont positionnés les bassins d'emploi, quelle est la qualité de vie des uns et des autres, dans un modèle économique qui, même si parfois on y gagne, parfois on y perd, mais dans un modèle économique qui est finalement assez stable. Et donc quand on arrive à faire des choses plus intelligentes, plus fines, plus respectueuses des matériaux dont on dispose, plus respectueuses des personnes qui travaillent sur les chantiers, je me dis qu'on a tout intérêt à avancer sur le sujet. Et puis oui, l'innovation, parce que vous avez des archis qui travaillent sur la terre crue par exemple, parce que ça c'est un autre sujet, sur les matériaux, c'est-à-dire qu'on sait que certains matériaux, ce qui était évoqué tout à l'heure, eh bien oui, il faudra les changer. C'est-à-dire que quand on construit, on se dit toujours, voilà, c'est parti pour un siècle, et non, la vraie vie, c'est pas ça. C'est finalement, quel est le bon matériau pour la durée dont j'ai besoin? Et donc se reposer réellement la question des usages et de la réversibilité. La ville sur la ville, c'est maintenant, ça a toujours été. C'est-à-dire que les fouilles, route des Romains, je vais descendre à 12 mètres pour m'assurer qu'il n'y ait pas une voie en dessous. Donc la ville sur la ville, c'est pas nouveau. Sauf que maintenant, on peut le modéliser et on peut y donner du sens sur du long terme. Et puis c'est peut-être travailler de façon moins fractionnée, c'est-à-dire chacun sur des lots, etc. Et donc c'est travailler sur des process qui sont plus longs. Et c'est travailler en territoire. Je crois que ça nous oblige aussi à territorialiser. Alors les politiques publiques, on le fait, mais aussi les acteurs, qu'ils soient privés ou publics, de mieux penser en territoire sur ces écosystèmes. Et donc c'est des démarches d'innovation et de coopération qui travaillent sur d'autres aspects, mais qui sont absolument nécessaires aujourd'hui.